Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. De 11h à midi, vous le savez, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui François Coq. Bonjour. Vous êtes enseignant, essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique. Ambroise Méjean, vous êtes délégué général des Jeunes avec Macron. Bonjour. Oh là là, ça va tweeter aujourd'hui. Eh oui. Sophie de Macron. Non, mais je rêve. Oh là 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 là. Alors là, quel lapsus. Sophie de Menton, je crois que, je sais pas, ça doit être mon inconscient, je vais m'allonger. Sophie de Menton, qui n'est pourtant pas tout le temps macroniste. Exactement, c'est le mot. Vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau magazine Franc-Tireur. Et on prend des risques puisque nous recevons un Italien ce matin. Ouais, Donc, ne soyons pas stigmatisants. Voilà, pour les Italiens. On ne s'est pas embrassé. On va continuer à manger des pizzas et voilà. On va parler du coronavirus, justement. Faut-il fermer les frontières ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous craignez une épidémie en France ? Est-ce que la France fait ce qu'il faut ? L'affaire Fillon, on va en reparler puisque le procès de François Fillon s'ouvre aujourd'hui. Hasard du calendrier, quelques jours avant les municipales. Et puis la droite en morceaux depuis la chute de François Fillon. Et on pourra dire quelques mots également du 49.3. On s'oriente visiblement vers un 49.3. 0826 300 300 si vous voulez réagir à ces sujets. Commençons avec notre petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention, François Coq. Cette circonstance. Cette circonstance, et puis pour une fois c'est un coup de cœur. Et cette circonstance, mais comme toujours le sport nous en dit un petit peu plus que le sport lui-même. Ouais. Et moi je voulais faire mention aujourd'hui du match de l'équipe de France au Pays de Galles samedi, et surtout au fait que non seulement on a retrouvé une équipe, mais on a retrouvé un collectif et une âme dans cette équipe. Je crois que c'est beaucoup au-delà de l'interception de Ntamak. Moi ce que je retiens, c'est ce groupe qui, quand il est en défense, se met tous ensemble à avancer. Et là, on est au-delà du génie français. On est sur cette cohésion. Et je trouve que ça fait du bien d'être capable de faire reculer les puissants d'hier, qui étaient les Gallois ou les puissants tout court. On a eu du mal, voilà. Et vous en faites une parabole politique ou pas ? Chacun entendra ce qu'il veut entendre dans ce que je viens de dire. Sophie. Eh bien, moi, au moment du salon de l'agriculture, j'écoute avec beaucoup d'intérêt parce que ça me passionne, en fait. Et j'avais un coup de gueule contre le bio. J'en peux plus du bio. C'est devenu une marque, une mode. Et quand on écoute vraiment ce qui se passe chez les agriculteurs, qui ne savent plus sur quel pied danser d'ailleurs, parce qu'on leur interdit le glyphosate, et puis il semble qu'on l'ait un peu réautorisé hier. Je pense que c'est un vrai problème, parce qu'on est en train de revenir en arrière. Moi, je veux bien qu'on ait des pommes pourries, qu'on ait des produits sans conservateur qui vont recommencer à nous empoisonner parce qu'on ne peut pas. Il y a une espèce de mode insupportable. Les marques bio, il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, etc. Le comble aussi, je l'avais dit ici d'ailleurs, c'est qu'un agriculteur qui n'utilise pas d'engrais chimiques, des petits agriculteurs, j'en ai rencontré un en Normandie, il me disait, moi je suis bio, mais je ne peux pas le dire parce qu'il faut que je paye pour avoir le droit d'utiliser le mot bio. Donc, ras-le-bol, méfiez-vous du bio et voilà. Non, mais ce que dénonçait aussi le nutritionniste Jean-Michel Cohen, c'était les produits étiquetés bio en supermarché. Quand vous regardez par exemple sur des pâtes feuilletées, des choses comme ça, il y a de l'huile de palme, il y a des trucs qui sont absolument mauvais pour la santé, mais le fait qu'il y ait estampillé bio, ça... En plus, oui, c'est ça, on croit que le bio est bon pour la santé. Le bio, en principe, c'est pas ça, c'est le fait de ne pas avoir d'insecticides ou de produits de conservateurs. Ouais. Ambroise, c'est un coup de cœur, Ambroise Méjean. Un coup de cœur très politique, et désolé parce que je vois que les sujets étaient un peu plus sociétaux, mais je ne résiste pas en tant que militant engagé de la première heure chez Emmanuel Macron à souligner le bon début de campagne d'Agnès Buzyn. Je retrouve plusieurs choses. Et je rêve. Je vous laisse finir. Allez-y, laissez-le finir. Très bien. Donc Agnès Buzyn, plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai la sensation, en tant que militant macroniste de la première heure, de retrouver ce qui a fait la campagne de 2017 et la beauté de cette campagne, c'est-à-dire à la fois une femme qui est issue de la société civile, qui a une vraie expérience professionnelle, qui a aussi exercé du coup dans des fonctions ministérielles, donc qui est capable à la fois de savoir ce qu'on fait de bien dans le public
public et dans le privé, qui aujourd'hui mène une campagne bienveillante, et c'est très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que quand vous avez vu ce qui se passait dans cette campagne parisienne qui était entrecoupée d'attaques très violentes, et d'ailleurs la chute de Benjamin Griveaux en était l'expression, Agnès Buzyn, aujourd'hui, elle dégage de la bienveillance. Et en fait, ça fait plaisir en politique d'avoir quelqu'un qui porte ce projet-là. Que l'avez-vous choisi avant ? Pourquoi ne l'a-t-on pas choisi avant ? Parce qu'elle n'était pas candidate. Elle n'était pas candidate avant, et donc aujourd'hui elle est là, elle est dans cette campagne, et j'ai envie de dire là, vous que êtes dans la, quand on regarde propagande et dans le militantisme pur et. Mais non, c'est vrai qu'elle a gagné 4 points sur les sondages. Mais il y a ça, et surtout regardez qui est en face. En face, vous avez 2 femmes politiques qui sont engagées de longue date, mais qui sont extrêmement clivantes. Entre Anne Hidalgo qui est engagée on est parti sur un truc politique. Moi, je voulais juste vous dire que justement, je m'appelle Sophie de Macron, donc a décidé Valérie Pécresse. Aujourd'hui seulement. J'ai voté Macron, je trouve qu'il est par certains côtés exceptionnel, et je trouve qu'Agnès Buzyn est une femme intéressante. Je trouve que aller au moment du coronavirus, au moment où elle a des dossiers, je l'ai reçue à Éthique, le mouvement que je préside, exactement 5 jours avant. Elle était à côté de moi, je disais, Agnès, vous n'allez... C'est fini là. Ah, elle me dit, c'est hors de question que je me présente où que ce soit. Donc elle est allée voir le président de la République, elle a obéi au garde à vous, ce qui est bien, quand on est ministre, on démissionne ou on obéit, parfait. Maintenant, je peux pas laisser dire ça, parce qu'elle a énormément de qualités, elle connaît pas un dossier, elle est aidée par l'Élysée, très bien, mais non, elle connaît pas un dossier de Paris. Vous vous rendez pas compte, on a reçu tout le monde. Pas un dossier au ministère de la Santé. Non, le dossier de Paris. Oui, déjà, c'était une pointe d'humour. Oui, c'était une pointe d'humour. Le ministère de la Santé, déjà, c'était compliqué. Mais je pense qu'elle est bienveillante, je pense qu'elle est gentille. Et compétente. Mais en quoi ? Compétente sur ces dossiers. Au ministère de la Santé, je veux dire, ça fait combien d'années qu'on n'avait pas eu un médecin qui était au ministère de la Santé. Regardez. Elle est tellement compétente qu'en pleine crise du coronavirus, on fait le choix. Je peux vous dire que le meilleur ministre de la Santé qu'on a eu, c'était Xavier Bertrand, qui a fait énormément de choses et qui n'était pas médecin. Donc je ne suis pas persuadée que l'argument du médecin soit la meilleure chose. De la Santé, Xavier Bertrand, et regardez l'état de l'hôpital aujourd'hui. Après à l'époque, il a fait un certain nombre de choses. Vous allez dans les hôpitaux, le ministre arrive, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vais faire un sondage auprès des aides-soignants, un audit, pour savoir ce qu'ils veulent. Alors là, on marche sur des œufs. Je ne vais pas casser Agnès Buzyn, qui est courageuse et qui peut-être serait un bon maire de Paris. Je n'en sais rien, mais là, on va pas refaire le débat. On va pas refaire ce débat, et puis en plus, on a beaucoup d'auditeurs que Paris n'intéresse pas, et c'est vrai que le parisianisme... Mais par contre, le ministre de la Santé les intéresse. Absolument. Puis on va en parler du coronavirus dans un instant avec vous, Matteo, puisque c'est votre coup de gueule. Oui, c'est mon coup de gueule, parce que effectivement, je trouve que la gestion de la crise par le gouvernement italien a été scandaleuse. Je suis navré. Je suis triste aussi pour mon pays, parce que d'ailleurs l'une des régions frappées par ces mesures de confinement est la mienne, celle où j'ai grandi. Laquelle ? La Lombardie. C'est toute la région de Milan. La Fashion Week a été annulée, le carnaval de Venise. Et Venise a été... Donc, tout ça parce que... alors, le gouvernement italien, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il y a eu les premières déclarations de Pékin, a décidé de tout stopper, les vols depuis et vers la Chine. Puis la Chine a râlé. Et donc, ils ont dit non, attention, on va accueillir tout le monde, mais sans quarantaine, parce que c'est stigmatisant d'ailleurs pour les Chinois, etc. Et quand il y avait Matteo Salvini qui demandait des mesures de isolement, tout simplement pour précaution, on a traité de fascistes, de populistes, etc. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la politique s'est mêlée de quelque chose qui était tout simplement du bon sens et de la prévention. Et là, on a fait des dégâts énormes. Ils sont passés d'un extrême à l'autre, si j'ai bien compris. Oui, parce que pensez que, figurez-vous qu'il y a le président de la région Toscane, qui appartient au Parti démocrate, donc l'un des 2 partis de gouvernement, qui est de gauche, et qui a dit que les 2000 environ Chinois qui revenaient du Nouvel An chinois de Chine, et qui sont déjà, qui vit depuis des années, il y a une communauté très importante des Chinois à côté de Florence, à Prato. Bien, il a dit que non, la quarantaine ne servait à rien, c'était quelque chose de fantaisiste, a dit son adjoint à la santé, et les Chinois eux-mêmes,
ils se sont auto-isolés pour dire non, on ne sait jamais si on est vecteur du virus, etc. Donc, ça a été très mal géré. C'était très mal géré. Et puis, moi, j'aime bien le Premier ministre qui passe sous tous les chaînes télé hier pour rassurer, entre guillemets. Sauf que, déjà, le Premier ministre qui dit... On va en reparler dans un instant. Mais déjà, votre coup de gueule, il était sur la gestion italienne. Absolument. Deux choses avant de passer au débat complet. Je pensais, Sophie, que vous auriez fait un coup de gueule sur ce déjeuner au ministère au salon de l'agriculture, un déjeuner. Donc Jacques Cressel dit déjeuner près de 2h30 avec Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Il n'y a que des messieurs en costume cravate autour de cette table. Je pensais qu'on allait parler du bonbon rose et je me saisissais. Bonbon rose. Oui, il y a eu hier, je pensais qu'on en parlait ce matin, me semble-t-il. Il y a une femme politique qui a été traitée de bonbon rose dans l'émission de... Ah non, je n'ai pas... Ah bon. Non. Bah alors, donc vous vouliez en parler. Voilà. Non, c'est pas chez nous. Enfin, peu importe. Le fait est qu'au salon de l'agriculture, je regarde Twitter et je vois le déjeuner présidé par le président de la République, avec autour de lui 20... d'évidence, homme très important, parce que quand même pour un déjeuner de 2h30 avec le président de la République, une vingtaine, pas une femme. Ouais. Mais c'est hallucinant. Alors, c'est assez drôle Twitter quand même de temps en temps, parce que j'ai tweeté pourquoi pas une femme, pourtant nous savons traire les vaches, parce que c'était à peu près ça. Ouais. Et il y a 200 000 personnes qui ont réagi, ce qui absolument est hallucinant, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait que des hommes, etc. Mais je trouve que on nous donne des leçons en permanence. Le gouvernement, il a parité, on a une ministre qui monte au créneau toutes les 5 minutes. On ne sait plus quoi faire dans nos boîtes, parce qu'il faut la parité à tout prix. Et je veux dire, là, c'était quelque chose de très important. Le salon de l'agriculture, j'ai trouvé ça quand même hallucinant. L'image assez concernante. Oui, on peut le regretter. Je suis d'accord avec vous sur la composition. Je ne sais pas qui étaient les personnes. J'ai vu la photo. Je ne sais pas qui étaient les personnes autour de la table. J'imagine qu'il y avait à la fois des représentants syndicaux, mais aussi des représentants du monde agricole. Ce que je veux dire quand même sur cette question agricole, vous avez raison sur le fait qu'aujourd'hui, on ne met pas assez en avant les femmes qui s'engagent. C'est que la conseillère du président de la République pour l'agriculture est une femme. Elle n'allait pas participer au déjeuner, visiblement. Elle n'était pas peut-être pas disponible. Et plusieurs parlementaires dont je salue le travail à l'Assemblée nationale, pas uniquement de la majorité, qui sont des femmes, et notamment des agricultrices. Je pense à Sandrine Lefebvre, par exemple, en Bretagne. C'est dommage, effectivement. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du coronavirus et puis on va parler aussi de cette polémique autour de Jean Messia et de SOS Racisme. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler du coronavirus. Faut-il fermer les frontières? Est-ce que vous craignez une épidémie en France? On en parle avec vous sur Sud Radio. Je voudrais juste revenir sur une polémique qu'il y a eu ce week-end sur Twitter. C'est Jean Messia qui fait partie du Bureau national du Rassemblement national, qui avait eu un échange assez musclé avec Yacine Bellatar, qui l'avait traité de chameau. Et donc Jean Messia ce week-end avait, avec un petit peu d'ironie, lancé à SOS Racisme et à la LICRA: je suis victime de propos racistes sur Twitter, est-ce que vous voulez vous constituer partie civile avec moi? Et Dominique Sopo, qui est le président de l'association SOS Racisme, a commenté ces propos en disant: cher Jean Messia, je pense que la LICRA sera heureuse de se constituer auprès de SOS Racisme afin de mettre fin à l'odieuse comparaison entre vous-même et un chameau. Cette comparaison est infamante pour les chameaux. Alors ça a déchaîné énormément de réactions. Réaction pas très maligne quand même du président de SOS Racisme, parce que c'est du racisme pire, non? C'est l'indignation à géométrie variable qui est typique de ce type d'association. J'entendais Elisabeth Lévy ce matin dire, comme disait Pierre Desproges, adhérer à SOS Racisme quand il y aura un S à racisme. C'est très juste ça. Elle a pas tort. C'est vrai, c'est tellement juste. Parce qu'on stigmatise. Si on vient de droite, on est banni. Parce qu'on peut rien dire. On est forcément raciste d'abord. On est forcément raciste. Si on est blanc, on est forcément raciste. Si on a des mâles de presque 50 ans, on est des racistes. Donc, sauf que si on ose dire que, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un d'autre, c'est la fin du monde, alors que eux, qui devraient, je ne sais pas pour quelle raison une association devrait s'occuper du racisme à la place de l'État, mais bon, c'est bien de sensibiliser contre toute forme de racisme, mais bon, j'aimerais que cette association s'engage un peu plus pour voir les autres racismes aussi dont on peut être victime quotidiennement. Là, vous en pensez quoi, François Coq?
moi, je pense qu'il y en a un petit peu marre de commenter la bêtise des uns et des Oui, autres. je suis d'accord. Franchement, ce Bellatar nous pourrit quand même l'espace public avec les remarques qu'il est capable de faire. C'est complètement stupide d'aller juger Monsieur Messia sur son physique. Il y a suffisamment de domaines dans lesquels on peut le critiquer pour ne pas avoir à s'abaisser à ça. Et c'est pas très malin de la part de Dominique Sopo d'avoir prolongé la comparaison sur ce sujet. Après, la dimension raciste du propos est-elle avérée? Moi, je vois surtout le fait de s'attaquer au physique, c'est complètement absurde et ça n'a pas de sens. La dimension raciste est-elle avérée? Vous savez que l'esprit devient chameau avant de devenir lion et ensuite de devenir enfant. C'est ce que nous enseigne Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Donc voilà, je crois qu'il faut laisser cette histoire au niveau où elle est et arrêter aujourd'hui de mettre dans la place publique les propos de certaines personnes qui ne méritent pas, quand bien même M. Macron les a promus à un certain temps en responsable et porte-parole pour les banlieues. Ce sont des associations qui sont financées vous voyez, par moi je ne l'État. fais pas tout un fromage, mais je veux dire, moi j'ai eu des gens qui m'ont traité pas vraiment gentiment parce que j'avais le R qui n'était pas roulé. Je venais d'un pays où il y a la mafia, donc tous les Italiens forcément c'est de la mafia. Et je parle pas de 1980 ou 1950, je parle de 2000. Aujourd'hui. Voilà. Donc moi je ne fais pas tout un fromage. Je pense que si les gens pensent cette chose de moi parce que j'ai une origine et que d'ailleurs je cache pas, je pense pas de la. Vous pouvez pas la cacher, mais je suis fier. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Il y a un moment où il faut arrêter. Les gens sont globalement, on les appelait François le Bossu autrefois de tout temps. C'est très mal. On a critiqué et attaqué les gens sur leur physique. C'est un peu la nature humaine et il ne faut pas faire. Le problème, c'est l'ampleur donnée à ça. Et l'ampleur, je pense aussi que si les gens ne peuvent plus s'exprimer parce qu'il y a des interdits légitimes, ils vont être encore plus violents. Parce que finalement, on dit un truc idiot, c'est parti, voilà. Ce qui est grave, c'est d'en faire un fromage absolu, et c'est ça qu'il faudrait essayer de restreindre. Mais arrêtons aussi de nous mettre des interdits. L'histoire est pleine de gens qui sont qualifiés par leur physique aussi. Oui. C'est la nullité totale. C'est sur SOS Racisme qui lui-même se transforme en raciste un mot, puis on va changer de sujet, on brosse les gens. Je suis d'accord avec à peu près ce qui a été dit. Tout ça est assez pathétique. On peut pas à la fois dire qu'on défend les gens face au racisme, mais répondre de cette manière-là à Jean Messia. Et effectivement, il y a plein d'autres sujets de fond sur lesquels on peut critiquer Jean Messia, et ce serait plus intéressant de débattre sur le fond que sur la forme. Ouais. On va changer de sujet, on va parler du coronavirus avec cette question. Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Est-ce qu'on peut le faire avec Schengen? Je pense que c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que l'Italie, on l'a évoqué avec vous, Matteo, est confrontée à une flambée de nouveaux cas de coronavirus. 4 morts. On a appris un 4e mort ce matin. D'ailleurs, dans ma ville. La peur donc gagne évidemment les départements limitrophes. Il y a beaucoup d'Italiens qui viennent en France, et donc c'est le député Eric Ciotti qui réclame un rétablissement de la frontière. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le ministre de la Santé qui est plutôt rassurant en disant c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, ça n'arrivera pas en France. C'est un peu ça moi je parlais aussi de l'adjoint chargé de la santé dans la région Toscane, mais effectivement l'attitude du gouvernement italien, c'est un peu celui du nuage de Tchernobyl en France. Je pense que moi, ça ne me scandalise pas l'idée de fermer la frontière, parce que c'est une mesure temporaire. Sauf qu'on peut passer par l'Autriche, on peut passer par l'Allemagne. Sachez que l'Autriche a déjà arrêté hier soir les trains qui passent par le Brenner. Et sur la Côte d'Azur, effectivement, David Lisnard, alors en revanche, qui est un formidable maire de Cannes, on le dira jamais assez, mais extraordinaire. On aimerait avoir des maires comme ça partout. Les Républicains. Oui, mais à la limite, on s'en fiche. Sa ville est d'une propreté. On va pas faire la promo de David Lisnard. Et il a dit, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, il a tout préparé à Cannes, mais pour l'instant, la frontière, il n'y a absolument personne, aucun contrôle, aucun masque. Et il dit, c'est pas possible. On a, je crois que c'est 600 travailleurs qui viennent tous les matins et qui franchissent la frontière dans un sens et dans l'autre. Comment on fait? François Coq. Bon. Vous posiez la question, Valérie, est-ce qu'il faut fermer les frontières? Je ne suis pas sûr, moi, que ça va changer quelque chose. Le principal danger réside aujourd'hui dans les migrations des individus. Le principal danger aujourd'hui, il est dans les migrations de l'argent à l'époque du capitalisme financiarisé. Il ne vous
a pas échappé qu'actuellement, Sophie de Menton, la bourse française, comme l'ensemble des bourses européennes, est en baisse de plus de 4%. Parce que l'économie. Ça s'appelle la mondialisation. Oui, c'est bien. Ça pose un tout petit problème à pas mal de gens. Ça existe depuis l'Antiquité. Non, pas sous cette forme-là, pas sous la forme du capitalisme financiarisé tel qu'il est aujourd'hui. Arrêtez de faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. Et donc aujourd'hui, au moment où l'usine du monde, est à l'arrêt, eh bien, on voit bien que l'ensemble des économies, en premier lieu peut-être l'économie française, est en situation de danger. Et donc, l'un des impacts du coronavirus se situe sur ce terrain-là. Le deuxième aspect sur la question du coronavirus, c'est que j'ai entendu le gouvernement nous dire qu'un grand plan allait être mis en place et que 70 hôpitaux allaient être réactivés spécifiquement pour faire face à cette possible épidémie. Mais que diable n'avons-nous pas préservé l'hôpital public avant ? Au moment où il est totalement exsangue, où il n'arrive plus à respirer, et déjà à faire, pas les hôpitaux de province, il y a des hôpitaux allez-y dans les hôpitaux de province. Et il n'arrive plus à faire face déjà au quotidien et aux urgences. Il va avoir cette tâche à prendre en charge. Bien sûr qu'il est obligé, mais dans quelles conditions? C'est ça, Madame de Menton, on peut le regretter, je regrette. On le regrette, mais il suffit pas d'avoir des regrets, il y a quand même des raisons qui ont présidé. Les faits sont là. Mais bien sûr que je suis en colère parce que l'hôpital public a été démantelé depuis des années. C'est pas faux. Laissez-moi cette colère légitime. Je vous laisse votre colère. Mais juste un tout petit mot sur la mondialisation. Il est vrai que ce type de virus va alerter sur un phénomène, en particulier sur la fabrication et la division de la production des choses. Par exemple, ceux qui font les masques, c'est les Chinois. Et comme une voiture, d'ailleurs, elle est fabriquée dans 3 continents, etc. Il est vrai que ça attire l'attention sur un problème, ou en tout cas une solution économique qui peut avoir des conséquences autres. C'est la première fois qu'on risque d'être confronté à ça. On continue le débat. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que fermer les frontières serait une solution? On en parle avec vous. Avec vous sur Sud Radio et avec François Coq, enseignant, essayiste, Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Nous parlions du coronavirus, fermer les frontières. Est-ce qu'on peut craindre une épidémie en France? On n'est pas Madame Irma, donc on ne va pas s'avancer sur le sujet. Mais en tout cas, est-ce qu'on prend les mesures suffisantes? Est-ce que vous avez peur de ce virus? On ne vous a pas entendu, Ambroise Méjean, sur le sujet? Moi, je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises. Ça fait déjà 3 semaines que le sujet est sur la table. On a vu la gestion qui a été faite des cas français quand les gens sont revenus en France, qu'ils avaient été atteints de ce virus. Ils ont été traités, placés dans des endroits sécurisés. Et c'est quelque chose qui a été fait de manière très efficace. On regarde aujourd'hui le dernier cas de coronavirus. D'après ce que je sais, il n'y en a pas pour l'instant en France. Enfin, en tout cas, on n'en a pas repéré. Et je pense que la réponse n'est pas de fermer les frontières, puisque on l'a vu. En fait, quand les personnes revenaient d'avion, c'est pas à ce moment-là qu'on était capable de les détecter, parce que le test ne permet pas la détection immédiate. Donc fermer les frontières, c'est pas forcément la réponse pertinente, ni même de contrôler. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire extrêmement attention à qui vient en France et ensuite être capable de tracer ces personnes-là et de s'assurer qu'elles sont bien dépistées dès lors qu'on est capable de faire ce test-là. Moi, je dis Matteo Ghisalberti. Ça ne m'étonnerait pas d'arriver à une fermeture des frontières, peut-être pas seulement vers l'Italie, mais aussi vers d'autres pays d'où peuvent arriver d'autres personnes. Fermer les frontières, ça ne veut pas dire avoir des gens avec la mitraillette qui tuent les personnes. Mais il y a de la difficulté à dépister, parce qu'il y a 14 jours d'incubation. Oui, mais ce que je dis, c'est 14 jours, c'est peut-être trop juste. Ce que je dis, c'est que je constate qu'en Italie, on est encore aux initiatives autonomes des citoyens pour se protéger, parce que le gouvernement n'a pas encore mis en place toutes les mesures. Enfin, ce serait quoi les mesures alors? Ils ont fait une zone rouge et une zone jaune qui est en train de bouger parce que la contamination continue. Je disais qu'il y a un quatrième décès cette nuit à Bergame qui était. Il faut préciser que ce sont généralement des personnes âgées et malades. Des personnes âgées, tout ce qu'on veut, mais il y a des personnes vulnérables. Bien sûr. Et donc, par exemple, j'ai vu dans le village où je grandis, il y a eu même un restaurant qui a découvert que l'un de ses clients a été testé positif. Donc, pas de panique. Ils ont posté un post sur Facebook en disant: si vous avez participé au dîner de la Saint-Valentin le 14 février, chose que moi je fais jamais d'ailleurs, j'ai bien raison. Non, contacter les autorités sanitaires parce qu'on va faire le tampon, etc. Alors, beaucoup plus grave que ça. Je veux dire, c'est une initiative. Mais
On a louable, mais diagnostiqué personnel, que je veux vous dire. pouvez être totalement porteur du virus et aller très bien. Ouais. Donc vous avez des porteurs sains. Et Ouais. le porteur sain, alors là, je ne sais plus comment on fait. Mais le jeune, l'homme Non, qui mais a c'est ce que- contaminé plein de gens, il a fait 2 semi-marathons, il a joué au foot, il est allé au resto, enfin, et tout ça, malade, entre guillemets. Non, c'est là où c'est très complexe, François Très Coq. complexe. Oui, moi effectivement, je suis étonné parce que les premières données scientifiques que nous avons pu avoir sur ce coronavirus faisaient état d'une transmissibilité qui était assez faible. Si j'ai bonne mémoire, c'était un indice de 1,3 et un taux de mortalité qui était relativement bas. Autrement dit, on a à faire face effectivement à une situation qu'il va falloir gérer, mais qui n'avait pas l'air de s'apparenter à quelque chose de si dramatique. Non. Voilà. Donc je me demande dans quelle mesure. mesure aujourd'hui on ne surjoue pas un dramatise certain pas. nombre de choses et je me méfie effectivement, Matteo le disait pour l'Italie, mais des instrumentalisations politiques qui pourraient venir. Je ne connais que trop la théorie du choc où certains se saisissent de cette question pour dans le même temps faire passer d'autres mesures. On le verra tout à l'heure avec le débat sur le 49.3. Bon, il suffit de regarder. Ouais, là, on est un peu dans le complotisme. Oui, quand même, là. Parce qu'au contraire, à cause du Non, non, mais de dire que le gouvernement on a- organise le truc parce que justement le ministre de la Santé est Non, plutôt rassurant. dans la manière dont il plutôt- communique dessus. Ils sont pas dans la dramatisation, Non, au non, contraire. France, on a été bien. Nous verrons. Non, et puis Ouais. au contraire, je veux dire que Marine Le Pen hier, qui se permet de donner des Embrasse leçons de les gestion sur le coronavirus hier en interview dimanche, mais comme si Marine Le Pen avait des compétences en gestion de coronavirus. Pourquoi est-ce qu'elle fait non mais à quoi ça sert à quoi ça sert de s'opposer sur ce sujet-là, franchement? Diane est en ligne avec nous. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi, je vais vous expliquer un cas, c'est le mien, là, actuellement. Et je ne suis pas quelqu'un qui picote, je ne suis pas quelqu'un qui est effrayé, je ne suis pas quelqu'un non plus qui... Voilà, je suis tout à fait normale. Et le coronavirus ne me fait pas peur, pas plus que ça. Mais voilà, j'ai réservé une croisière pour le mois de février et je dois aller en Italie. Seulement, je vais réserver avec mes enfants et mes petits-enfants. Bon. L'Italie ne me fait pas plus peur, mais moi j'ai peur pour ma famille. Donc pourquoi il y a des milliers, on parle que d'avions, mais ces bateaux qui ont des milliers de personnes, parce qu'on parle des milliers de personnes qui s'en vont à droite, à gauche, dans toute l'Europe, dans toute la France et de partout, et qui vont se balader en Italie, en Espagne, qui vont les ramener, et on n'en fait pas gaffe, on fait parler que des avions. Et vous allez l'annuler, votre croisière? Eh bien, je suis à 2 doigts, je n'en sais rien. J'ai téléphoné, alors c'est sur MMC. J'ai téléphoné ce matin et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils allaient prévoir. Au moins changer les destinations, pas l'annuler, mais au moins changer les destinations d'Italie, au moins par précaution. Ce n'est même pas question Ils vous ont répondu quoi? Eh bien, on n'a rien fait. Ils ne font rien. Pour le moment, rien n'est prévu. Donc, à partir du moment, il y a plein de ports en Italie. Il y en a plein. Vous vous rendez compte qu'on va embarquer à Barcelone. Ceux qui vont aller en Italie, qui vont débarquer à Barcelone et qui vont aller à droite et à gauche de Barcelone, vous vous rendez compte? Mais vous savez, le plus embêtant, madame, je crois, c'est que, en plus, vous allez à la croisière, vous avez raison de ne pas vous affoler. En même temps, si j'étais à votre place, je crois que j'hésiterais beaucoup en emmenant ma famille. Et puis surtout, vous avez le risque, parce que ça, c'est pas marrant, c'est qu'en descendant de la croisière, on vous dise, non, vous débarquez pas, et vous êtes en quarantaine. Et ça, c'est pas marrant. Mais ce qui est étonnant, Diane, c'est que le croisiériste, en fait, vous dit non, circuler, il n'y a rien à voir, en gros. Tout à fait. Ce matin, à 9h, je leur ai téléphoné, parce que hier, j'ai regardé l'actualité. Donc, ce matin, texto, à 9h, à MSC, j'ai téléphoné, et ils m'ont dit, on n'a rien prévu. Bah oui, sinon ils font faillite. Alors ils m'ont dit, téléphonez là où vous avez réservé. Alors j'ai retéléphoné là où j'ai réservé et eux ils m'ont dit on n'a rien reçu venant de MSC ou comme ça. Mais on va les appeler, tiens, on les appellera demain, on va appeler pour voir ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est vrai que moi j'ai eu des agences de voyage qui m'ont dit que c'était une catastrophe depuis une semaine. Tous les voyages sont annulés, l'Italie évidemment tout est annulé, mais que les gens aujourd'hui hésitent à voyager. Oui, mais c'est pas souhaitable naturellement de tout bloquer, mais effectivement il y avait encore une polémique parce qu'on a accusé, enfin moi je fais pas de l'apologie de Matteo Salvini, mais Matteo Salvini avait dit contrôlons aussi les ports. Ok, parce que c'est de là que peuvent arriver aussi via les marchandises. Enfin, je veux dire les cargos marchandises aussi. Pas les marchandises. Non, je veux dire les cargos de marchandises, des personnes qui peuvent être contaminées. Mais encore une fois, c'est pas
une faute d'être contaminé. C'est pas une faute de venir de la Chine ou d'un endroit où s'est diffusé ce virus. Le fait est que, par exemple, hier, quand il y a eu aussi des migrants clandestins qui sont arrivés, je me rappelle plus dans quel port du sud de l'Italie, on les a mis en quarantaine. Mais pour une mesure pratiquement équivalente, Matteo Salvini a été jugé et sous procès pour une mesure qu'il avait prise cet été. C'est pour ça que je dis, on a mêlé de la politique avec ce que pouvait être seulement de la prévention, du bon sens. Et là aussi, je rejoins ce qu'ils disaient. On doit gérer les choses à un niveau européen, parce qu'effectivement, les croisières qui partent de Barcelone, vont à Gênes, descendent à Naples, passent par Marseille, c'est vite fait. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. Bon, on a décidé de ne pas parler de François Fillon parce que le procès est reporté pour cause de grève des avocats. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Le 49.3, en revanche, a l'air de se préciser. Après 6 jours de débat à l'Assemblée nationale autour de l'examen du texte de la réforme des retraites, les députés ont adopté 2 amendements sur 41 000. Visiblement, l'exécutif s'apprête à dégainer le 49.3. Le gouvernement dénonce de son côté une obstruction des députés de l'opposition et n'écarte plus donc cette hypothèse. Vous le sentez arriver, le 49.3 Peut-être que vous avez des informations. Alors, non, j'ai pas d'informations, mais je pense qu'il est en fait souhaitable et je vais vous dire pourquoi. Je vais être très cash. Il y a une forme d'hypocrisie de l'opposition. Il y a 2 semaines, Mélenchon arrivait tout guilleré à l'Assemblée en disant on va faire de l'obstruction. Aujourd'hui, quand on l'écoute, il dit ah non, mais on veut préserver les débats, on veut surtout pas de 49.3. Mais quand vous regardez la réalité des débats, allez sur le site de l'Assemblée nationale ou en direct sur Twitter, c'est pathétique. 41 000 amendements dont certains remplacent chaque année par tous les ans, sous couvert, par à la place. Et tous ces amendements ridicules et ces sous-amendements ridicules, ils abîment l'image du Parlement. Et franchement, c'est insupportable. Donc moi, j'ai envie de dire à Mélenchon et au groupe communiste et aux Insoumis, ok pour débattre. Alors retirez les amendements qui sont des amendements hors sujet, débattons sur le fond et à ce moment-là, on peut tenir un débat qui dure 2, 3, 4 semaines. Le président de l'Assemblée nationale a même proposé à Jean-Luc Mélenchon et au groupe communiste d'adopter ce qu'on appelle le temps législatif programmé, c'est-à-dire d'adopter un temps d'heures consacré à la réforme des retraites qui était 3 fois supérieur à ce qu'on passe sur un projet de loi habituellement. Ils ont refusé. Donc aujourd'hui, ils sont un peu pris à leur propre jeu et ils veulent pas qu'on dise que c'est de leur faute. Mais c'est de leur faute et la réalité, c'est que ça coûte 1,5 million par jour d'avoir cette obstruction. Donc moi, je pense que je suis favorable. Oui, mais alors... au 49.3. Non, mais je vous le dis pourquoi. Et en fait, c'est un 49.3 qui est un 49.3, pour le coup, qui aurait du sens parce que c'est simplement de dire, en fait, on ne peut pas avancer, c'est impossible, il va falloir 150 jours pour faire ça, donc on avance. Et moi, je suis pas d'accord. Alors, peut-être François Coq qui voulait réagir sur le sujet. Ouais, je crois qu'on arrive à un moment où... la descente aux enfers démocratiques et institutionnels nous conduit jusqu'à l'absurde. Vous voyez, l'absurde au sens camusien, celui où à un moment donné, les choses n'ont plus de sens. C'est-à-dire que à partir du moment où la démocratie sociale n'a pas pu s'exprimer, et vous écoutez tous les acteurs, les syndicats notamment, ils vous disent que la discussion n'a pas pu se forger dans le temps qu'ils étaient impartis. À partir du moment où la démocratie populaire n'a pas pu s'exprimer, puisqu'il y a eu des mobilisations extrêmement fortes. On voit qu'il y a un soutien extrêmement profond pour un rejet de cette réforme, pour un rejet du principe de cette réforme. On en arrive au moment où la démocratie représentative est appelée à la barre, mais où justement, elle ne va pas avoir les moyens de pouvoir discuter. Oui, mais on discute pas se les enlève elle-même. Permettez-moi Elle se les enlève. Elle ne peut pas, parce que justement, la question n'est pas la question des amendements. La question est que ce texte a un présupposé qui ne fait pas accord dans le pays. Mais pourquoi les gens dans ce pays ne sont pas d'accord pour passer à un système de réforme par point. Et à partir du moment où le texte de base et le texte qui propose la réforme par point, vouloir amender un tel texte n'a pas de sens. Et donc la logique de l'obstruction parlementaire qui est mise en place par un certain nombre d'oppositions a une forme de légitimité, mais je le redis, elle est absurde puisqu'au final, elle poussera à aller vers le 49.3 qui est l'acte de force du système institutionnel actuel. Est-ce que vous savez combien ils sont ceux qui bloquent les discussions ? 5% de députés, c'est-à-dire 16 communistes et 17 France Insoumises sur 577 et 64% des gens dans ce pays qui, dans la dernière enquête, disent qu'ils ne veulent pas de la réforme par points, qui est pourtant la base de la réforme actuelle qui est présentée dans ce texte. Et donc, qui est un texte qui est inamendable, puisqu'on ne peut pas en changer la nature et la structure. On peut l'amender à la base. Quelle aurait été la solution, puisqu'il va y avoir le 49.3 ? La solution, si vous permettez, je la donne. Sophie, oui, allez-y. D'abord, je pense que ça a été tellement mal ficelé, tellement mal préparé et tellement mal foutu. Et incompréhensible.
incompréhensible que je ne sais pas comment on en sort, toute macroniste que je peux être par moment. Cette réforme est absurde, d'abord parce qu'elle est incompréhensible. Moi-même, je suis incapable de rentrer dans le détail. Or, un 49.3 dans un pays survolté comme on est, j'ai peur que ça mette les gens dans la rue, parce que vous n'avez pas tort, quand on fait un sondage de base, il y a quand même 69% des Français qui sont contre cette réforme, pour des raisons diverses et variées, ce qui est navrant, parce qu'ils ne regardent que leur cas personnel. Donc je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est de faire un référendum. Eh ben voilà. Et je dis, il faut faire un référendum. Il faut faire un référendum et il faut que le président de la République dise, écoutez, vous n'allez pas voter pour ou contre moi, de toute façon je reste, pour que les gens n'aient pas la tentation de le fiche dehors. Je reste. Mais faire 4 ou 5 questions très bien foutues, même si on n'a que le quart de la réforme qui passe, elle passera, en disant, voulez-vous, alors ce soit que la retraite minimale à 1 000 €, que ce soit sur les régimes spéciaux, etc. Il faut faire par des gens intelligents et simple, un questionnaire compréhensible et non pas le filer aux énarques qui vont faire un questionnaire qu'on ne comprendra pas. Et il faut faire un référendum, c'est la seule façon de s'en sortir. Vous n'allez pas mettre les gens dans la rue et vous n'allez pas attendre indéfiniment d'être bloqués par des imbéciles nuls et antidémocratiques. Oui, alors Mathéo. Je pense qu'en tout cas, c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Monsieur Méjean, Ambroise Méjean, il y a un problème d'abîmement de la fonction parlementaire. Mais en même temps, je trouve que le Parlement est abîmé aussi par le fait qu'on ne donne pas aux parlementaires tous les pouvoirs qu'ils devraient avoir, dans le sens qu'on est quand même dans un régime un peu parlementaire. Donc, moi, je suis toujours étonné de voir que les groupes parlementaires n'ont pas tous les mêmes droits pour s'exprimer dans l'hémicycle. Je pense que déjà ça ils se font permettrait... entendre ceux qui ne sont pas nombreux. Hein. Oui, mais d'accord, mais par exemple, il y a des groupes qui, s'ils sont en dessous d'un certain niveau de parlementaires, ils n'ont pas toujours le droit de prendre la parole, etc. Moi, je pense que à côté d'une figure présidentielle, non seulement Macron, je veux dire, la fonction présidentielle si forte, il faudrait avoir une proportionnelle plus marquée, ou bien tout simplement un décalage de date des élections, parce que cette chose permettrait d'avoir des majorités différentes et des contre-pouvoirs. Un 49.3 avant les législatives, c'est pas totalement... Pardon, j'arrête pas de dire les législatives. Avant les municipales, c'est pas totalement suicidaire. C'est suicidaire. Je ne pense pas que ça soit suicidaire. Je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on soit capable de passer à autre chose. Mais en fait, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Vous pensez que ça fera passer à autre chose, le 49.3 Vous ne pensez pas que ça va au contraire déclencher Le 49.3, c'est le retour au régime des partis. Il faut entendre que non, c'est légitime. Écoutez-moi, il faut entendre que c'est dans la Constitution. C'est pas parce que c'est dans la Constitution que ce n'est pas le retour au régime des partis. Est-ce que Michel Rocard était antidémocratique ? Écoutez, il en a utilisé 28 des 48. Pourquoi vous m'affublez de termes que je n'emploie pas ? Non, mais écoutez ce que je vous dis. C'est le retour au régime des partis. Un parlementaire qui est le représentant de la nation tout entière, normalement, est censé pouvoir s'exprimer sur des positions d'intérêt général. Avec le 49.3, on ne peut pas construire une majorité par rapport au sujet qui est posé, mais on est obligé de se positionner au regard de son propre parti pour maintenir les siens en place. C'est ça qui est en train de se passer. Et finalement, c'est jamais rien d'autre que le retour du très vieux monde, l'usage du 49.3. Enfin, c'est quand même un représentant de votre majorité LREM qui disait hier dans le journal du dimanche que utiliser le 49.3, c'était l'échec politique absolu. C'était le terme qu'il employait. Et donc, c'est un affaissement de la démocratie, pas simplement par l'usage du 49.3. J'espère que vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par le cheminement, et en cela, je suis d'accord avec vous, Sophie de Menton, par le cheminement qui a conduit à mettre en place une telle réforme qui est rejetée par les gens parce que ce n'est pas une réforme d'intérêt général. Ouais. Alors, on a un appel. On a Jean de Longjumeau avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Jean. Ah bah c'est super s'il y a le 49.3, comme ça on va finir avec ce bordel. Ce bordel, parce que de toute façon... mais est-ce qu'il n'y a pas encore plus de bordel après ? Oui, bon, j'en sais rien. De toute façon, quand on pose autant d'amendements, c'est que forcément on veut aller au 49.3. Pourquoi on veut aller au 49.3 ? Pour que ça soit encore plus le bordel. Voilà. De toute façon, bordel ou pas bordel, autant régler le problème tout de suite, parce que de toute façon, ils n'ont même pas encore fini le premier article, donc forcément, les amendements ne servent qu'à une chose, c'est d'aller au 49.3. Pour dire après, voyez, on n'est pas en démocratie. Moi, je pense que si on avait Mélenchon au pouvoir, je pense que la démocratie, je ne sais pas si ça serait pas pire que la mère Le Pen. En tant que dictateur, je pense qu'un dictateur de gauche ou de droite, je vois pas trop la différence. Oui, mais vous en pensez quoi ? Vous pensez que cette réforme des retraites, elle est nécessaire ? Vous y êtes favorable ?
De toute façon, effectivement, elle est mal expliquée, sûrement. Il y a sûrement plein de défauts. J'ai pas tout compris. Moi, je suis commerçant, restaurateur, donc de toute façon, si je vends pas mon restaurant, j'aurai pas grand-chose à la retraite. Ça a toujours été comme ça pour les commerçants. C'est vrai. Si on me dit maintenant que je vais avoir 1 000 euros de garantie, je suis plutôt favorable. Et surtout, si ça effectivement ça file 1 000 euros à un agriculteur qui gagne vraiment pas grand-chose et qui passe malheureusement son temps à se suicider, je trouve que c'est le cas. Si, c'est le cas. Mais je pense que le finalité ils veulent pas dire, c'est qu'il y a des caisses de retraite qui débordent de fric. Et en fait, on met tout dans le même pot, puis on va commencer à redistribuer aux gens qui en ont peut-être vraiment besoin des retraites. Parce qu'il y en a quand même qui ont des retraites assez conséquentes. Je pense aux professions libérales, qui ont une caisse de retraite bien gonflée. Qui ont fait leurs économies toutes seules. C'est là où... Quand on signe la main, quand on serre la main à un avocat, ça coûte déjà 5 000. C'est ça le problème. Il y a des petits avocats, la moyenne. Jean, il fait dans la provoque. Là. Il sait que ça va vous faire réagir. Et ça vous plaît pas l'idée d'un référendum, Jean ? Un référendum, alors écoutez, le référendum c'est génial, sauf qu'on répond jamais à la question. Ça va être de l'anti-président, quel qu'il soit. Le président est pas populaire avec cette réforme, donc il va se faire flinguer. Obligatoirement, donc les gens répondront pas, ils vont aller voter contre le président Macron, et ça serait pas ça Macron, dépend comment c'est fait, vous avez raison sur le principe. Il y a eu des référendums où on n'a pas écouté la réponse non plus. Alors justement, merci Jean, merci de votre appel. Il y a des référendums où on n'a pas écouté la réponse non plus. Sur l'Europe, ça a été scandaleux. Non, mais c'est pas parce que ça n'a pas forcément marché. Moi, je pense que je vois pas d'autre solution. Le 49.3 me gêne beaucoup. Mais en fait, il n'y a pas 50 000 alternatives. Soit il y a le passage en forme institutionnelle de la part du président via le 49.3. La deuxième possibilité, c'est de remettre la réforme des retraites sur l'établi et on retravaille les choses. Pas contre non plus. Voilà, ça fait partie des possibilités. La troisième, c'est qu'à un moment donné, puisqu'on considère que le sujet est sur la table depuis suffisamment longtemps, on fait appel aux Français qui peuvent juger en leur âme et conscience. C'est le référendum. Et la quatrième possibilité, c'est que quand bien même le président de la République ferait avaliser le texte par le 49.3, eh bien, il n'y a pas forcément de raison que la colère, dans ce cas-là, cesse, parce que on se rappelle que des lois qui ont été adoptées par le 49.3, je pense notamment au CPE qui avait été adopté sous Dominique de Villepin par 49.3, ont ensuite été promulguées, mais jamais mises en place, et qui avaient été derrière retirées. Voilà. Il ne faut jamais oublier que l'usage du 49.3 à chaque fois est contraire à l'intérêt général. Vous parliez de différents exemples tout à l'heure, mais le 49.3, c'est les privatisations de Balladur, c'est l'attaque contre la protection sociale de Juppé, c'est le CPE de Villepin, c'est les lois Macron avec Valls et la faire descendre les gens dans la rue. Non, mais il y en a eu des biens. Voter dans une école une dimanche matin et mettre un bulletin de vote. Juste une précision quand même sur les 1 000 euros pour les agriculteurs. Je lisais un article où ils expliquaient que le diable se trouve dans les détails, se fiche dans les détails. C'est-à-dire que ça ne concerne pas tous les agriculteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Seulement les chefs d'exploitation ayant fait une carrière complète de 43 ans et cotisant à hauteur du SMIC. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui aujourd'hui exitent les conjoints de paysans, les agriculteurs aux carrières hachées pour des raisons d'invalidité, de maladie ou pour d'autres raisons. Donc en d'autres termes, les plus fragiles n'auraient pas droit à ces 1 000 euros. On a la perversion de l'esprit français, de l'esprit administratif français. Non mais le diable est dans les détails. En gros, ces règles excluent 40% du monde agricole. Donc c'est très bien de balancer 1 000 euros pour tous les agriculteurs, c'est formidable. Sauf que quand vous creusez, et c'est là où peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat sur tous les points, parce que on découvre en fait, les femmes vont être avantagées, mais en fait non, pas vraiment si elles n'ont pas eu une carrière. Il y a plein de détails qui font que cette retraite, elle est très compliquée. Elle est très compliquée et qu'on a menti aussi aux Français d'une certaine manière. Quand on dit les agriculteurs vont toucher 1 000 euros, c'est ce qui rentre dans l'inconscient collectif. Or, la réalité, c'est pas celle-là. Et on en revient à la réalité du débat parlementaire qui aurait été pertinent, parce qu'il y a de la majorité des amendements qui sont présentés à la fois par la majorité et par l'opposition. D'ailleurs, il y a un amendement, il y a des amendements de l'opposition qui sont pertinents à ce titre-là, qui permettent d'améliorer des dispositifs à la fois sur la pénibilité. L'opposition n'a pas été glorieuse. Et donc, je trouve que, moi, je le déplore. Je pense que le débat aurait été pertinent à l'Assemblée nationale. On aurait pu avoir des avancées parce que les parlementaires sont favorables, notamment sur la question des agriculteurs, mais aussi de manière sociale, à plus de prise en compte de la pénibilité dans la réforme. Et donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire. Mais vous savez que depuis le début de ce quinquennat, il y a quand même une logique avec ce gouvernement et avec ces parlementaires qui est de ne jamais accepter par principe, et ça a été revendiqué comme tel par la présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, de refuser par principe les amendements de l'opposition. Voilà. Donc dites pas qu'on peut améliorer le texte. Aujourd'hui, la séquence d'amendements, elle permet de lever un certain nombre de lièvres. Elle a au moins cette vertu-là.
De quelle opposition? Aujourd'hui, mais parce que les oppositions en général. Oui, non, mais alors, en même temps, je vous dirais que la droite aurait dû 10 fois. Ils ont fait des choses que la droite voulait et ils sont contre systématiquement qu'elle n'a pas voté. Oui, c'est parce honteux. que quand on est empêché de contester, éventuellement de proposer un plan B sur telle ou telle mesure, forcément, après, il faut utiliser les outils que le système donne. Et un séance, c'est peut-être l'obstruction qui est négatif, mais encore une fois, pourquoi est-ce que ça existe en Italie, pardon? Alors, en Italie, on est champion du monde, vice-champion du monde du coronavirus aujourd'hui, et du bordel dans le Parlement, parce que c'est un système. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'effectivement, le gouvernement passe en force avec l'équivalent du 49.3, mais en même temps, on a beaucoup plus, par exemple, d'accès au référendum sur des thèmes aussi importants, et il y a aussi des contre-pouvoirs qui sont les régions, etc. Enfin, mais sans faire. Ce que je dis, c'est que quand le 49.3, ça me donne un peu l'impression que le président de la République dit, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, pam, alors moi je décide, vu que je suis le plus fort de tout le monde. Il est tombé. Lui, je vous signale que le président de la République n'en a pas envie du 49.3. Tout le monde en a envie, mais lui, il est terrible. Il a dit il y a encore quelques jours qu'il était contre. Je suis pas du tout sûr qu'il en ait envie. Il sait très bien que la France va être dans la rue. Non, mais on a un auditeur qui nous dit 2 ans sans écoute par la République En Marche, opposé même par le Conseil d'État, mais voilà, je dirais pas la suite parce que c'est pas terrible, mais pour vous, en disant, et vous parlez de démocratie. Conseil d'État, ça fout un coup aussi. Le Conseil d'État, le non-financement, le non-financement de la retraite. J'aimerais qu'on regarde dans le détail l'avis du Conseil d'État, pas uniquement les 3 points où le Conseil d'État est en désaccord avec la réforme. C'est toujours facile de sortir l'avis du Conseil d'État qui fait quand même plusieurs pages sur juste 2 textes. Non, mais moi, je trouve juste qu'on est arrivé dans une forme de démocratie, je le déplore, où on a quand même une opposition qui est... Donc vous êtes pour, vous, le 49.3 ? Moi, je pense que... sauf si l'opposition consent à retirer les amendements de forme et qu'on discute sur le fond, qu'on prenne le temps. Moi, je veux bien qu'on prenne un mois et demi, et vous pensez qu'il va y avoir un 49.3 et que tout le monde va dire « Ah c'est fini, alors on va parler d'autre chose ». On va rentrer à la maison, ça va pas être possible. Mais on va pas... Attendez, l'Assemblée nationale ne va pas attendre jusqu'à juillet la fin de tous les amendements pour avancer. Il y a d'autres textes, sur le vieillissement de la population. On a déjà perdu 2 ans, on peut perdre un peu plus de temps. C'est 49.3, qu'est-ce que ça va? C'est quand même le président Macron qui, lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, disait que c'était un texte qui allait refonder le pacte social de notre pays. Donc on ne peut pas passer sur ce texte comme ça en disant derrière il y a d'autres textes importants à venir. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. La démocratie est à l'arrêt et dans l'impasse dans notre pays et plus largement en Europe. La démocratie sociale est bafouée, la démocratie populaire est spoliée. Les instances administratives n'ont pas voix au chapitre et désormais la démocratie représentative ne peut plus intervenir. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne les choses en main pour enfin pouvoir décider. On va voir donc un 49.3 qui pourrait intervenir cette semaine selon certaines informations. On en reparlera bien évidemment ici. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Vous retrouverez Réberkov dans un instant. À demain.